Salut YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tous les titres lus tout au long du mois de juillet. Un mois de juillet plutôt cool, pas mal de bonnes lectures. Malheureusement, on va démarrer par un abandon et cet abandon, je suis déçue d'être déçue. En plus, c'est un service presse, c'est L'alarme des abysses, le tome 2 de l'Ordalie des âges de Nicolas Delon, publié aux éditions de l'Alchimiste. C'est un titre que m'a envoyé la maison d'édition. Je lui avais demandé parce que j'avais absolument adoré le premier tome qui était celui-ci, La femme vêtue de nuit. Alors moi j'ai l'ancienne édition, je crois que la maison d'édition l'a ressorti avec une autre couverture. Hop là. Et donc j'avais beaucoup aimé La femme vêtue de nuit. Et donc bah, voilà, quand j'avais vu qu'il y avait un tome 2 plus dans un univers un peu asiatique, forcément je l'avais demandé, la maison d'édition me l'a gentiment envoyé et je l'ai abandonné. Je sais pas, j'ai dû lire... J'étais à 100 pages de la fin, je pense que je l'ai abandonné. Donc ici on va retrouver le personnage de Enios. C'est un jeune homme qui a des pouvoirs un peu particuliers. Et ici, on va être au XIIIe siècle au Japon. Et Enios, il est... alors, comment ça s'appelle? Il a une apprentie qui l'appelle maître. Alors, je ne suis pas sûre qu'il soit prêtre ou son équivalent. Mais en tout cas, lui... Il n'est pas vraiment chasseur de yokai non plus, mais il est un peu, il fait le lien un peu entre toutes les créatures surnaturelles de l'univers asiatique, on va dire, et puis les habitants des villages avoisinants. Il essaie que les choses se passent bien entre ces créatures, comment dire, de l'autre monde et puis les êtres humains. Et si j'ai beaucoup aimé l'ambiance, si j'ai beaucoup aimé tout l'univers asiatique justement avec ces créatures et tout ça, j'ai eu énormément de mal à accrocher à l'histoire que je trouvais confuse. J'avais du mal à voir quels étaient les enjeux, l'objectif. Finalement, on a un enjeu qui apparaît, mais dans l'histoire, finalement, assez tard. C'était trop tard en tout cas pour moi. Et puis malheureusement, je ne me suis pas du tout intéressée au personnage. Il y a une relation un peu rigolote entre Enios et puis son apprenti. Pareil, cette relation, elle m'a pas... ouais, elle est mignonne, elle est rigolote, mais voilà, ça m'a pas accroché. Bref, j'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'histoire. Il y avait la plume, mais malheureusement, j'y retournais avec beaucoup de difficultés et j'ai fini par me dire, est-ce que ça a vraiment un intérêt, vraiment, que tu lises ce livre jusqu'au bout, puisque finalement, ça ne t'intéresse pas. Et j'ai fini par laisser tomber. Je suis la première déçue d'être déçue. Sachant qu'en plus de cet auteur, j'avais également lu Le Pacte du Roi Vert, que j'avais bien aimé. Donc, ouais, voilà, ça n'a pas marché, c'est tout. Ensuite, je me suis fait en audio 1991 de Franck Tillier, publié chez Pocket. Comme son nom l'indique, c'est la première enquête de l'inspecteur Charcot. C'est plus ou moins le tome 0 de la saga Charcot et Nebel, puisqu'ici, on fait la rencontre de Franck Charcot. Quand il arrive au 36, il est encore marié. Oh non, il n'est pas encore marié, je crois, à Louise. Je ne sais plus comment elle s'appelle, sa femme. Donc, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai Louise, mais si ça se trouve, c'est pas Louise du tout. Et voilà, donc du coup, je me suis fait en audio et j'ai eu le plaisir de retrouver Jérémy Covillo, qui est donc le lecteur de la saga, en tout cas, jusqu'à Lucas, hein, parce qu'à Lucas, c'était un autre lecteur qui ne m'a pas tellement convaincue. Mais ici, je retrouve Jérémy Covillo et j'étais absolument ravie. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu l'impression de retrouver Franck Tillier après Lucas, qui avait été une lecture un petit peu mitigée. En plus, ce qui est très très bien, c'est qu'ici, on est dans l'ambiance des années 80, des années 90, avec beaucoup de références. Donc pour les années 90, 80-90, c'est mon enfance et mon adolescence. Donc forcément, toutes les rêves ici, elles me parlent. C'est une période aussi où il n'y a pas de technologie, ou très peu. C'est le début des ordinateurs. C'est à la fois... plus simple et plus compliqué pour tout un tas de choses, quand on est perdu quelque part, quand on n'a pas moyen de contacter qui que ce soit, quand il faut qu'on trouve une cabine téléphonique pour appeler ses collègues. Donc c'est à la fois un peu plus compliqué. Je trouve que j'ai retrouvé aussi, enfin oui, je retrouve aussi le talent de l'auteur, je trouve, pour ces histoires un petit peu tortueuses, un petit peu alambiquées. C'est vrai qu'avec Franck Tillier, je trouve que vous savez jamais vraiment au début sur quelle thématique vous allez partir. Même s'il y a 2-3 petits éléments dont je me suis doutée, mais ça n'a pas du tout gâché ma lecture, c'était vraiment très très bien. Il y a certains passages qui sont assez difficiles, comme toujours avec l'auteur, en tout cas, sauf Lucas. C'était addictif, il y avait beaucoup de suspense. C'était à la fois très agréable de découvrir la première enquête de Charcot, mais il y a aussi un petit côté un peu triste aussi de mon côté, un peu nostalgique peut-être de le découvrir en 1991 à son arrivée, quand on a lu toute la saga Charcot et Nebel et qu'on sait tout ce qui va lui arriver ainsi qu'à d'autres personnages. Donc c'est vrai qu'il y a un côté
À la fois, c'est sympa de voir le démarrage, toutes les questions qu'il se pose, la remise en question qu'il se fait. Il se demande s'il va réussir à tenir, si finalement il est vraiment fait pour ça. Enfin voilà, il y a vraiment plein de questions qu'il se pose. Et ça, c'était vraiment cool. Voilà, parce que nous, on sait. Nous, on sait. Et ouais, c'était franchement, j'ai beaucoup aimé 1991. Et du coup, bah voilà, je vais pouvoir retourner dans la chronologie classique de la saga Charcot et Nobel. Je sais plus ce qu'on doit lire avec Dorian, mais je vais poursuivre parce que c'était, je trouve, en tout cas, très réussi. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Fable d'Adrienne Young, publié chez Rajo. Ici, on va faire la rencontre de Fable. Une jeune demoiselle qui vit sur une île. Alors, je vais regarder. Ouais, elle a été abandonnée sur cette île par son père. Son père est un espèce, enfin c'est pas un espèce, c'est une espèce de chef de la piraterie locale, on va dire. C'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir. Et pour on ne sait quelle raison, quand elle était toute petite, il l'a abandonnée sur une île, sur l'île de Géval. Et il lui a dit, bien écoute, si tu es assez forte, viens me retrouver en fait. Et au début de l'histoire de Fable, on va la rencontrer. Elle s'est endurcie au fur et à mesure des années. Elle a appris à se débrouiller toute seule, effectivement. Et son objectif est d'aller retrouver son père. Et pour ce faire, elle va essayer de se faufiler dans un vaisseau qui s'appelle le Marigold, qui est un vaisseau tenu par un pirate qui l'a plus ou moins aidé au fur et à mesure des années. C'est une lecture que j'ai bien aimée, j'ai trouvé fort sympathique. L'univers, je trouve qu'il est plutôt bien construit. Je trouve que l'autrice, elle gère bien son histoire. On s'ennuie pas. Il y a une très chouette fond de famille avec l'équipage que Fable va rencontrer. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, cette famille qu'on se choisit, en fait. Et puis, chacun des personnages secondaires a quand même son histoire sur une durée aussi courte. Je trouve que c'est quand même pas mal. Ils sont pas oubliés, ils sont pas mis de côté. Il n'y a pas Fable et l'autre personnage. Et même le père de Fable, hein, qui pourrait également tous les trois prendre la tête de l'histoire. Non, les personnages secondaires, ils sont là, ils ont une importance. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. On a une romance qui arrive très tard. Je trouve que cette romance, elle tombe un peu du ciel. En tout cas, elle ne nous est pas vraiment expliquée. Et franchement, je trouve qu'elle n'a aucun intérêt. C'est que mon avis. L'antagoniste Saint, c'est un super personnage aussi. Je trouve que son opposition avec Fable est très intéressante. C'est aussi plutôt pas mal traité. Finalement, on se pose beaucoup de questions. Je comprends pourquoi il y a eu donc un tome 2 et un tome un peu spin-off qui parle uniquement de Saint. Je pense que dans ce tome spin-off, on va revenir sur l'histoire de ce personnage, qui est le personnage adulte de l'histoire, on va dire, et qui est plutôt intéressant, voilà, dans son côté. On ne sait pas trop ce qu'il fait, il a l'air de cacher beaucoup de choses, on ne sait pas trop est-ce qu'il la protège, est-ce qu'il la protège pas. Enfin, bref, on se pose quand même pas mal de questions. Clairement, c'était une lecture sympa, mais un peu comme L'Engrange-Temps, une lecture un petit peu trop jeunesse pour vraiment m'impacter. C'était une lecture distrayante, j'ai passé un bon moment, les personnages étaient cool, ça se lisait bien, etc. etc. Je vais lire la suite car 1, je l'ai dans ma palle, 2, j'ai quand même envie de connaître la suite. Il y a quand même quelques mystères, quelques questions que je me pose. On a quand même un espèce de, enfin pas un espèce, un cliffhanger quand même à la fin, il se passe quelque chose et j'ai envie de savoir quand même comment ça va se passer. Mais je pense que sur le long terme, c'est pas une lecture qui m'impactera. Voilà, en gros, c'était très sympa. Mais encore une fois, je pense que, voilà, il faut que j'arrête d'insister. C'est typiquement le genre de titre que, comme je l'ai déjà dit pour d'autres, et je le dirai encore après pour un autre titre, à 14 ans, j'aurais adoré, à mon âge, voilà, c'est sympa. Voilà, globalement, c'est l'idée que j'en garde, c'est sympa. Ensuite, j'ai lu Big Easy de Ruta Sepetys, c'est publié chez Script, chez Gallimard dans leur collection Scriptos. C'était dans ma palle depuis 2016, il était temps de le sortir. Je l'avais gardé parce que j'avais lu de Ruta Sepetys, ceux qui n'ont pas pu nous prendre, que j'avais beaucoup aimé. Et ici, on est dans une ambiance que j'aime bien, années 50, Nouvelle-Orléans, donc vraiment une ambiance comme ça qui me plaît plutôt pas mal. On va suivre Josie, elle a 17 ans et Josie, elle est fille d'une prostituée. Et elle a donc grandi pas très loin d'une maison close avec sa mère qui est complètement dysfonctionnelle. Elle a été plus ou moins élevée par la matrone, on va dire, la responsable de la maison close d'à côté. Et elle a vraiment eu une enfance
ouais, dysfonctionnelle, complètement éclatée, et elle s'est trouvée un espèce d'espace à elle dans une librairie, pas très loin de la maison close. Elle travaille dans la maison close le matin et après elle retourne dans la librairie où elle a également une petite chambre qui est à elle. Ça a été une lecture vraiment très agréable, très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre Josie parmi sa vie, tout ce qu'elle essaie de faire pour s'en sortir, ses objectifs, sa volonté, etc. Mais finalement, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. On est presque sur un roman qu'on pourrait dire presque tranche de vie. Et puis en plus, je trouve que dans le résumé sur la 4e, il y a quelque chose qui est dit qui arrive genre tout à la fin, quoi. Et je vois pas bien l'intérêt parce que finalement, ça n'a pas tant de conséquences que ça dans l'histoire en plus. Donc c'est un peu dommage d'avoir mis ça. Le rythme, il est assez lent. Il y a beaucoup de personnages qui sont parfois pas assez caractérisés, en tout cas, c'est mon ressenti, notamment pour les prostituées qui sont dans la maison close. Il y en a quand même un certain nombre. Et moi, au bout d'un moment, je finissais par les confondre parce que, c'était pas... En tout cas, moi, j'ai pas eu la sensation que c'était assez caractérisé. Elles étaient en plus, alors pas tout à fait interchangeables, elles ont chacune leur petit caractère. Mais, voilà, j'avais du mal à accrocher à ça. Et j'avais tendance à les confondre. En plus, je me suis même demandé quel était l'intérêt de nous avoir présenté certains personnages pour que finalement, dans l'histoire, il n'ait pas d'interaction, pas d'intérêt non plus. On a également, je trouve que tout est trop effleuré. Je trouve que ça manque d'approfondissement. La Nouvelle-Orléans, finalement, on la voit pas. L'univers de la prostitution, finalement, on la voit pas. On va parler des univers de mafia, de voyous. Finalement, on les voit très peu. Donc, tout est là, comme ça, posé un petit peu. On va chercher de temps en temps ce petit tiroir, mais c'est pas, en tout cas, à mon sens, pas assez exploité, pas assez détaillé, pas assez fouillé. J'ai fini cette histoire en me disant... ah, c'est tout, quoi. Finalement, c'est tout, quoi. Et c'est dommage de finir comme ça, parce que je pense qu'il y avait matière à faire peut-être quelque chose d'un peu plus étoffé. Voilà, donc bon, à nouveau, c'est pas une lecture désagréable, je l'ai lu, c'était sympa, mais je vois pas bien l'intérêt de tout ce que nous a raconté Ruta Sepetys. Quelle conclusion en tirer, je sais pas trop non plus, si ce n'est que cette jeune fille, voilà, a peut-être réussi à se prendre en main à la fin de l'histoire, mais enfin bon, sinon, en dehors de ça... Ouais, c'est un peu... il y a des choses qui m'ont fortement agacée, notamment la relation entre Josie et sa mère. Forcément. Mais bon, bref, voilà. C'était aussi une autre époque, peut-être. Et ouais, bon, bref. Je suis un peu passée à côté de cette lecture. C'est un peu dommage de l'avoir gardée aussi longtemps pour avoir un avis aussi mitigé. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ensuite, j'ai lu en lecture commune organisée par Monsieur Cabric le tome 2 de Steam Sailor de Ellie S. Green, publié chez... Gulfstream, donc dans cette très jolie édition. Donc on a lu le tome 2 en juillet. Et le tome 2 que j'ai préféré au tome 1. Alors c'est marrant parce que sur le groupe de lecture commune, il y a la team tome 1 et la team tome 2. C'est vrai que sur le tome 1, bon, j'avais eu un avis un peu plus mitigé. Sur le tome 2, c'était plus sympa. On va dire que c'était du niveau de fable, c'est-à-dire que j'ai passé un chouette moment. C'était très agréable à lire. Le tome 2, finalement, il est assez différent puisque dans le tome 1, on va être avec notre personnage principal, dont j'ai oublié le prénom, bien évidemment. Et elle va se retrouver emmenée sur un vaisseau, enfin pas un vaisseau spatial, voilà. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, voilà, sur un vaisseau comme ça. Et donc dans le tome 2, finalement, ils vont être arrivés à la fin de leur objectif du tome 1. Ils ont trouvé quelque chose. Et au début du tome 2, il y a un certain nombre de personnages. Donc notre personnage principal va être blessé. Elle ne va pas pouvoir se déplacer. Et il y a deux groupes de personnages de l'équipage qui vont devoir mener des missions un peu indépendantes, liées à l'histoire principale, mais indépendantes. J'ai trouvé que ça m'a beaucoup plu. C'était très rythmé. Je trouvais qu'il y avait une bonne alternance entre les groupes de personnages comme ça qu'on suivait. Je trouvais que ça donnait beaucoup plus de rythme. On va suivre principalement les personnages secondaires. Donc, on retrouve un peu cette fun family du tome 1. Ben, on la retrouve éclatée dans le tome 2, forcément. Mais c'était très sympa de les voir comme ça, chacun suivre leur objectif comme ça. Et il y a pas mal de suspense. C'est toujours très bien écrit. Ça, franchement, je trouve que c'est vraiment un gros point fort. À la fin, il y a quelques combats que j'ai trouvé un petit peu brouillons. Il y a encore des facilités, forcément. Je trouve également que ça manque d'explications sur certaines choses, notamment sur l'alchimie qui est évoquée dans le tome 1 et dans le tome 2. Voilà, on a une fin qui est très intéressante dans la fin de ce tome 2 est plutôt intéressante et ça promet forcément pour le tome 3 puisqu'on va avoir forcément la conclusion de tout ça.
Je maintiens par contre ce que j'ai dit sur le tome 1. Pour moi, c'est un petit peu trop jeunesse. Je pense que c'est un titre qui m'impactera pas sur le long terme. D'ailleurs, vous l'avez vu, j'ai du mal même à vous faire le résumé du tome 1 parce que c'est pas une histoire qui m'a marqué. Donc, je sais clairement que c'est un titre que je ne garderai pas. Mais comme fable, je prends plaisir à le lire. C'est une jolie aventure, c'est très sympa. Et voilà, et moi, je vous le recommande. Voilà, peut-être plutôt pour un plus jeune public, peut-être, on va dire. On va dire 13-14 ans. Peut-être même un petit peu avant pour ceux qui sont bons lecteurs et qui aiment l'aventure. Mais je pense que pour moi, voilà, juste, c'était pas pour moi. Mais sinon, je maintiens, hein, lecture très sympa, c'est très agréable. Et voilà, passe plutôt un bon moment. Ensuite, avec Dorian, on a repris L'Assassin Royal, la deuxième époque de Robin Hobb, donc publié chez J'ai lu. On a lu le premier tome de cette intégrale qui comporte 4 tomes. Ici, on retrouve Fitz, qui est absolument horrible, odieux au début du tome 1, je le trouve. On est dans un tome qui est encore une fois un tome d'introduction. Je trouve qu'il y a un creux. Non, je vais reprendre mon idée de démarrage. Ici, donc, on est dans un tome qui est plutôt un tome introductif. On va retrouver Fitz. L'autrice, elle va à nouveau nous reposer un petit peu le contexte, les enjeux, etc. Donc, c'est assez lent. Enfin, assez lent par rapport à ce qu'on avait eu à la fin de la première intégrale de la deuxième époque qui annonçait des choses très intéressantes. Et finalement, ici, ça retombe un petit peu. On est sur quelque chose d'assez lent. Et puis, surtout, il y a un événement assez important qui va arriver à Fitz. Et il va y avoir un gros creux. On va passer un temps infini, j'allais dire. Un temps trop long à mon goût après cet événement. Et je trouve que c'est assez lent. Alors, c'est vrai que de manière générale, sur l'Assassin Royal, en tout cas, c'est lent. Voilà, je pense que le rythme, on peut le dire, il est lent sur cette deuxième époque, en tout cas, intégrale 1, intégrale 2. Sensation que je n'avais pas eu, que je n'ai pas pour les aventuriers de la mer. Mais voilà, c'est vrai que là, bon, je me dis, c'est un premier tome d'une intégrale, donc il faut le temps que ça reparte, machin. On a des personnages qui sont insupportables. Imbre, je sais pas pourquoi, non, dans ce tout premier tome, je l'ai trouvé insupportable avec un ego. Je pensais pas qu'il en avait autant, en fait. Il est orgueilleux, même égoïste par moments, donc j'étais un peu surprise. Fitz, au début, m'a particulièrement énervée. Après, ça va un petit peu mieux, mais il est toujours... Alors ça, après, c'est Fitz, hein, donc toujours un petit peu en auto-apitoiement, etc. Il y a une relation avec le fou qui m'intrigue beaucoup. J'ai même du mal à comprendre... Voilà, je vois pas trop où l'autrice veut nous emmener avec cette relation, avec ce personnage. Je suis un petit peu perdue. Et puis, on a des nouveaux personnages qui prennent un petit peu plus d'importance. Est-ce que c'est la seconde génération, en fait, hein, qui va prendre le pas sur Imbre, Fitz, le fou, etc. Je ne sais pas, mais je suis toujours curieuse de découvrir la suite. Je me pose beaucoup de questions à la fin de cette première intégrale, enfin non, ce premier tome dans cette intégrale, et bien évidemment on va poursuivre avec le tome 2. Alors j'espère que ça sera quand même un petit peu moins long, j'espère, parce que c'est vrai que là, j'allais dire ça allait parce que j'étais en vacances, mais je pense que, enfin j'étais en vacances, non je travaillais mais les enfants étaient en vacances donc j'avais un peu plus de temps, mais franchement j'espère que pour le reste ça va être un petit peu plus, on va dire, dynamique. Ensuite, j'ai lu Strange Pictures de Yuketsu, publié aux éditions du Seuil. Et je l'ai lu parce que, déjà j'avais envie de le lire, forcément. Et puis aussi parce qu'il y a un nouveau titre qui sort de cet auteur à la rentrée, je ne sais pas trop quand, qui s'appellera Strange Houses, je crois. Lecture addictive, intrigante, notamment de par la structure du récit. Alors, que ça soit parce qu'on a... Alors voilà, des échanges de mails, des dessins, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça rend la lecture assez fluide, assez addictive, vous avez envie de savoir. En plus, la structure même de l'histoire, je ne peux pas trop vous dire comment et pourquoi, mais il y a une structure un peu particulière, une construction particulière de cette histoire, donc c'est plutôt bien fait et bien mené. Par contre, et ça c'est quelque chose que je retrouve dans certains titres asiatiques, on est ici sur quelque chose où il y a finalement, je trouve, assez peu d'émotions. Tout est assez factuel et sur les éléments ou les événements où nous, en tant que lecteurs, on devrait peut-être être émus, bouleversés et autres, on lit ça un peu d'une manière un peu distante. Alors voilà, est-ce que c'est lié
On rentre pas assez, je trouve, dans la psychologie des personnages pour que nous, lecteurs, on puisse vraiment être touchés, être émus, être impactés par ce qu'on lit. C'est un petit peu dommage. C'était une bonne lecture. Franchement, j'ai passé un très bon moment. J'étais très curieuse de savoir où l'auteur m'emmenait. Je me posais plein de questions. J'essayais de comprendre, de deviner, d'imaginer des choses. Et j'essayais justement de pas trop feuilleter pour pas me spoiler. Je pense que si on aime suivre les méandres d'une enquête, savoir comment on arrive d'un point A à un point B, je pense que pour ces lecteurs-là, ça sera parfait. Ils vont adorer. Après, ceux qui cherchent de l'émotion, ouais, c'est pas forcément ce que vous allez trouver ici. J'ai vu quelqu'un qui donnait le nom de roman énigme à ce titre et je trouve que c'est assez juste finalement. C'est un peu ça, puisque nous, en tant que lecteurs, on peut aussi essayer de deviner et de comprendre. Donc, c'est vrai que quand je lis un thriller ou un roman policier, moi, j'essaie pas forcément de trouver la solution. Alors que là, on est plus, alors peut-être pas dans un livre dont vous êtes le héros, hein, c'est pas ça du tout, mais j'essayais quand même de comprendre. Je disais, alors attends, là, le dessin, et si on fait ça, et machin, et truc, et le lien, et voilà. Et donc, j'essayais quand même de trouver un petit peu de réfléchir. Donc, c'est vrai que si on aime se creuser la tête, c'est un titre parfait. Alors, il est catégorisé en horreur, je crois. Pour moi, c'est un thriller. Un thriller. C'est vrai que c'est un peu dur de le catégoriser en fait parce que c'est vrai qu'au début, avec la première histoire, on pourrait éventuellement le mettre un peu en fantastique. Mais finalement, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que c'est pas ça du tout. On est plutôt sur thriller, roman policier. Je sais pas trop comment le catégoriser finalement. Mais c'était une bonne lecture. J'achèterais probablement le deuxième tome, alors ce ne sera pas forcément un deuxième tome je pense, hein, mais l'autre roman de l'auteur, parce que du coup je suis curieuse de voir ce qu'il peut proposer, une fois que maintenant j'ai connaissance de son style, donc c'était une bonne lecture, je vous le recommande, si vous aimez vous triturer le cerveau, voilà, si votre cam hein, c'est plutôt l'émotion, je suis pas sûre que ça va vous plaire, mais moi j'ai passé un très bon moment. Et on va terminer par ma dernière lecture de juillet qui a été, j'allais dire the best, on n'en est pas loin, j'ai lu Slasher Island de Violaine de Carnage, en auto-édition. Waouh! Alors, comme elle le dit derrière, c'est un thriller horrifique pour public très averti, très averti. Hein, voilà, c'est gore, c'est trash. L'autrice ne nous épargne rien. Ici, on va suivre des jeunes garçons qui sont embauchés, on va dire, pour faire une télé-réalité, pour aller faire une télé-réalité sur une île. Et l'objectif est de gagner, je crois, un contrat de mannequinat. Je crois que c'est un truc comme ça. Ils vont être isolés sur une île et ça va pas du tout se passer comme c'était prévu. Voilà. C'était fun, c'était drôle, c'était trash, c'était dérangeant, c'était « Oh mon Dieu, c'est pas possible !» Voilà. Mais sur certaines thématiques, sur certains sujets, c'était aussi extrêmement jouissif de voir ce que l'autrice en faisait. Elle arrive toujours à mettre quelque chose d'extrêmement transgressif et dérangeant au service d'une thématique toujours importante, essentielle. Et cette thématique, elle arrive tout doucement, on se doute de quelque chose à un moment. On est sur une histoire de base ultra classique, on a tous les codes du slasher ou du film un peu du nanar qui sont un peu respectés. C'était drôle, il faut le lire au 48e degré, il faut, voilà, il faut avoir l'esprit extrêmement ouvert aussi quand vous le lisez. C'est clairement pas un titre à mettre entre toutes les mains. Mais moi, j'ai adoré cette lecture, j'ai passé un super moment. Et voilà, comme c'est dit derrière, voilà, c'est pour public très averti. C'est bien évidemment pas à lire, à faire lire au moins de 18 ans. Bien évidemment. En même temps, quand on connaît un petit peu l'autrice, on se doute. Voilà, c'était excellent. J'ai passé un super moment. Je vous le recommande pour les cœurs bien accrochés et pas trop sensibles. Voilà. C'est tout pour ce bilan de juillet qui a été très varié. Je vous remercie beaucoup si vous avez réussi à me suivre jusqu'au bout. Écoutez, si vous avez envie de laisser un petit commentaire, je vous en remercie bien évidemment. Et que vous ne savez pas quoi mettre, vous voulez mettre un smiley, mettez quelque chose en rapport avec l'été, la mer, le soleil, un requin, voilà, des choses qui sont en rapport avec l'été, cette saison. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!